80 films, 50 ans de carrière, plus de 30 millions de spectateurs. Pas de mal, hein? Jean-Paul Belmondo, vous vous rendez compte, hein? Jean-Paul Belmondo, itinéraire d'un enfant gâté par le cinéma, la gloire et la vie. Né en 1933 dans une famille d'artistes à Neuilly. Je crois que je suis un enfant gâté. J'ai été élevé dans l'amour et la gaieté, puisque j'ai été élevé dans un atelier de sculpteur, au milieu de peintres. 1960, Si vous n'aimez pas la mer, après un passage éclair au conservatoire si vous n'aimez pas la montagne, et quelques petits rôles, si vous n'aimez pas la ville, Belmondo explose à l'écran. allez vous faire foutre. C'est d'abord À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Je te le rends, il n'y a pas d'horoscope. Naissance d'un acteur, d'une vedette, Belmondo, c'est un style décontracté, légèrement insolent, éminemment charismatique. Combien avez-vous tourné de films l'année dernière? 4, L'année d'avant? 5. L'année d'avant encore? Voilà, j'ai pas de mémoire, je me rappelle. Godard, Melville, Verneuil, De Broca, Malle, Sauté, Lelouch, Zidi, Lautner. Lors de ses 25 premières années de carrière, Jean-Paul Belmondo inscrira à son carnet de balles 63 films. Il a tout joué avec appétit, la même bonne humeur, la même absence totale de posture intellectuelle à propos de son travail d'acteur. Je crois que c'est des légendes, ça, parce que par exemple, moi j'ai joué Léon Morin, prêtre. Puis je peux très bien jouer un gangster, et puis demain, si je joue un drogué ou un fédéral, je crois pas que j'irai jusqu'à ce point-là pour être bien dans le rôle. Il faut de l'imagination, c'est mieux. Il faut les observer. Je crois que c'est un peu ça le métier d'acteur, c'est d'observer les gens et après d'arriver à faire ce qu'ils font. 1970, Jean-Paul Belmondo est devenu un des seigneurs du cinéma français. Toujours de parler, mais on n'a jamais 2 minutes tranquilles. Son royaume, il ne le partagera qu'avec Alain Delon, son rival et son frère d'armes. On pourrait faire tous les deux là du même Ensemble, à l'affiche en 1970 pour Borsalino. Explique. 1975, Peur sur la ville avec Henri Verneuil. C'est à partir de ce film que Belmondo va s'illustrer dans des cascades de plus en plus audacieuses, effectuées sans doublure. Très vite, on reproche à l'acteur de n'être plus qu'un cascadeur de luxe. Vous savez, pouvoir se pendre sous un hélicoptère, il y a des gens qui m'ont dit un peu comme ça, j'avais l'air d'un débile. Mais vous savez, être sous... J'étais moi au-dessus de Venise, j'étais au-dessus de Katmandou, au-dessus de Paris, pendu comme ça, rien dans les mains. Il y a un jeu formidable. C'est un tweet. C'est un tas. Comme s'il en avait marre d'être bébelle, Belmondo, dès la fin des années 80, revient à ses premières amours. Keane en 1987, puis Cyrano de Bergerac en 1990. Mes débuts ont été au théâtre. J'ai joué pendant près de 9 ans au théâtre, ce que tout le monde a oublié. Et si vous voulez, j'ai voulu revenir sur les plans, justement, pendant que je suis encore en forme, et pouvoir jouer ce genre de rôle et non pas rentrer pour jouer Géronte ou un vieux gâteux. Et jusqu'à la fin des années 90, Jean-Paul Belmondo se consacre principalement à la scène, au contact direct du public. Août 2001, un accident vasculaire cérébral manque de le terrasser. C'est sans compter sur la nature hors du commun de l'acteur. 7 ans plus tard, il revient à l'écran, peu bavard. L'hommage qui lui est rendu au Festival de Cannes en 2011 en témoigne. Ça vous fait chaud au cœur? Ah, plus chaud qu'au cœur, bouillant le cœur. Entre Jean-Paul Belmondo et le public français, jamais le lien fait de tant d'images, de plaisirs et de souvenirs. Jamais ce lien ne s'est rompu. C'est vrai que jamais ce lien ne s'est rompu. Quand on voit la liste de ces films, on a l'impression de les avoir tous vus. C'est incroyable, de tous les styles, évidemment. C'est cette gouaille, en fait, Jean-Paul Belmondo, le Youpla Badaboum. Enfin, c'est vraiment ça qu'on retient. C'est à la fois un acteur extrêmement populaire, puisqu'il a tourné dans des films à grand spectacle, familiaux, et un acteur formidable, formé au conservatoire, avec sa bande, Jean-Pierre Mariel, Jean Rochefort, Guy Bedos, et qui a su, à chaque fois, épouser l'air du temps des années 60 avec les cinéastes de la Nouvelle Vague, et puis dans les années 70, 80, il y a Le Magnifique, etc. J'en perds mes mots. Il y a une grande émotion qui nous a tous étreints quand on a vu apparaître les mots « Jean-Paul Belmondo est mort ». Pour moi, ça ressemble aussi à la même émotion quand on a appris qu'Yves Montand était mort. Même si les personnages n'ont
pas grand-chose à voir. Il y en avait un qui était très engagé. Jean-Paul Belmondo n'a jamais voulu s'engager, mais il appartient à l'esprit français, à la famille française, avec un sourire, un optimisme, même atteint, affaibli par la maladie, il a gardé ce sourire absolument solaire. À l'étranger aussi, d'ailleurs, Catherine, ou pas? Jean-Paul Belmondo, c'est quelqu'un. Avec Alain Delon, effectivement, c'est les deux grands noms qu'on connaît à l'étranger. Et puis, c'est vrai qu'il a donné ses lettres de noblesse aux films d'action, qui, jusqu'à ce moment-là, étaient quand même un peu les laissés pour compte. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a beaucoup touché les Français, c'est dans son combat contre la maladie. C'est-à-dire que lui, qui avait été splendide, qui avait été héroïque, qui avait fait effectivement les cascades lui-même, etc., quand il s'est retrouvé, non plus au cinéma, mais dans sa vie à lui, face au plus grand obstacle qu'on peut rencontrer, c'est-à-dire qu'il a failli mourir, eh bien, il s'est battu et il est resté vivant, et même s'il était très affaibli, ça a d'autant plus touché les Français, je crois, que justement, il était passé des films d'action à l'action dans sa vie pour survivre, et c'était extrêmement touchant. Oui. Et quand il a tourné Un homme et son chien, effectivement, qui est le dernier film, le film qu'il a fait après cet AVC, c'est vrai que c'était très troublant et en même temps très émouvant de le voir effectivement affaibli, et il assumait, on le voyait avec sa canne, et il avait du mal à parler, mais c'était important aussi pour lui, et puis le cinéma, c'était sans doute toute sa vie aussi. Oui, mais ce qui est important aussi, c'est ce que disait Valérie, c'est que nos enfants ne savent pas qu'il a tourné avec tous les plus grands metteurs en scène français. Stavisky, Resnais, Godard, Truffaut, Melville, c'était un acteur. Alors, il se sous-estimait lui-même. On retrouve dans tous les interviews en disant « jouer un curé, Léo Morin, prêtre, Melville, jouer un cascadeur », c'est la même chose. Mais si c'est la même chose, ça montre l'étendue de son talent. C'était un très très grand acteur. Je crois que c'est vraiment ça qu'il faut rappeler ce soir. Alors, je voudrais qu'on écoute Jean-Paul Belmondo, parce qu'évidemment, on a beaucoup d'archives. Vous venez de le voir avec ce sujet de Nancy Rice. Il y a pas mal d'archives. Il a donné beaucoup d'interviews. Moi-même, je l'avais interviewé. D'ailleurs, je me souviens, on avait, pour vous donner les coulisses, on avait un quart d'heure. L'attaché de presse nous a dit, vous avez un quart d'heure. C'était pour un documentaire sur Jean Gabin. Et on est resté 2h30 avec lui, et il nous a raconté des tonnes de choses. C'était passionnant. Je voudrais qu'on l'écoute à l'époque. Alors, c'était il y a longtemps. On est en 1968, et le journaliste lui demande, si vous deviez recommencer votre vie, vivre une autre vie, qu'est-ce que vous feriez? Écoutez. Ma vie, je suis très content finalement. Et si je revivais une autre fois, j'aimerais bien recommencer ça. Avec les fautes que j'ai faites et les choses bien que j'ai faites. Enfin, le mélange des deux, c'est bien. Voilà, je revivrai la même vie. C'est fabuleux de pouvoir dire ça, effectivement, je revivrai la même vie. Alors, il était jeune, c'était en 1968. Il s'est éteint à l'âge de 88 ans. C'est ce que nous annonce son avocat tout à l'heure. Il a eu une palme d'honneur à Cannes en 2011. Quelques récompenses, mais pas tant que ça. Il a été, alors on l'a beaucoup dit, très sportif. Il a été, les gens l'aimaient aussi. Moi, je me souviens dans L'As des As, où quand on dit, ah bah oui, il est boxeur, et bien en fait, il était vraiment boxeur dans la vie. Et c'est pour ça qu'il faisait aussi ses cascades lui-même. Et c'est vrai que c'est le héros de tous les gamins. Les gens ne se souviennent pas. On a parlé du Paris Saint-Germain toute la semaine. Il est un des 4 fondateurs du club. Du Paris Saint-Germain ? Bien entendu. Ah ben je ne savais pas. Il était un des 4 fondateurs du club. Il jouait au football tous les dimanches. Il était gardien de but. Et surtout, il est un des 4 fondateurs du Paris Saint-Germain. Oui, incroyable. Bien sûr. C'est incroyable. Mais vous dites il a reçu une palme d'or pour l'ensemble, quelque chose d'honorifique, une palme d'honneur, mais en fait, pour les Français, ça n'avait aucune espèce d'importance. Oui, en fait. Il a une carrière quasiment hollywoodienne pour les Français. Totalement. Il n'est pas allé aux États-Unis, sauf erreur. Mais pour les Français, Jean-Paul Belmondo, il pouvait tout jouer. D'ailleurs, il a tout joué. Oui. Et donc, il n'avait pas besoin de ses hochets ou de ses distinctions honorifiques. C'est l'amour des Français pour lui qui était, j'imagine, sa plus belle récompense. Et en même temps, pour compléter Valérie, il était reconnu par les gens du cinéma. Voilà. Il y a un certain nombre de gens qui ont fait pas que du cinéma commercial, populaire, qui sont repoussés de la main par les gens du cinéma. Lui, pas du tout. Les gens du cinéma le considéraient comme un des plus grands acteurs du siècle. Il n'y avait aucun doute et aucune contestation là-dessus. Alors, je vais vous donner quelques noms de films quand même, parce que c'est vrai que, moi, je vous disais tout à l'heure, on a l'impression de les avoir tous vus. Alors moi, L'As des As, évidemment, qui est tout là-haut. L'Itinéraire d'un enfant gâté, bien entendu, chez Lelouch. C'était fabuleux, ce film. Mais bien avant ça, Saint-Jean-Hiver, À bout de souffle, évidemment, on en a parlé. Léon Morin, Prêtre, enfin, il y en a eu tellement. Et puis, Le Professionnel, Borsalino, Hold Up, etc. C'est vrai que je vous avoue que, bien entendu, bien sûr, ça nous fait un choc. Alors, on va essayer de faire réagir ses amis, ceux qui l'ont côtoyé, bien évidemment.
évidemment. Autre extrait peut-être. Là, on est en 2016. Donc son accident a eu lieu quelques années auparavant et il a la gentillesse d'en parler et de dire comment il vit ce nouveau Belmondo, lui qui a été tellement, ce que vous disiez Maurice, dans l'action toute sa vie. En 2001, les médecins disaient que vous ne remarcheriez, que vous ne reparleriez jamais. Oui, oui. Et quand j'en dis ça, j'ai dit autant montrer que je peux faire le contraire. Vous récupérez, vous avez de moins en moins de mal à marcher, oui, à parler? Oui, à parler, non, de moins en moins de mal. Je crois que vers 100 ans, je serai parfait. Vers 100 ans, je serai parfait. Il répondait à Audrey Crespo-Mara sur le plateau de TF1. On voyait à ses côtés sur ce plateau son fils Paul. Il faut dire que c'est une famille assez incroyable. Le père de Jean-Paul Belmondo s'appelait Paul, était un grand sculpteur, très reconnu. Enfin, c'était quelqu'un... Justement, c'est le drame du fils. C'est le drame du fils. De Jean-Paul ou de... Oui, de Jean-Paul. Oui. C'est qu'il a considéré précisément que son père n'était pas reconnu à sa juste valeur. Ouais. Et ça a été le combat de sa vie. Le combat de sa vie, c'était de faire reconnaître par les gens des arts, autant les gens du cinéma reconnaissaient le talent du fils, ouais. Autant les gens de l'art étaient plus dubitatifs. Il a créé un prix sur le Paul père. Belmondo, il a créé un prix. On y reviendra. Pour lui, c'était un combat essentiel. Évidemment. On y reviendra parce que Christiana Reali nous fait l'amitié d'être avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté de réagir à cette disparition de Jean-Paul Belmondo. Christiana Reali, vous avez joué avec lui dans L'Inconnu dans la maison. C'était en 1992. Racontez-nous le Jean-Paul Belmondo que vous avez rencontré. Alors, je suis très triste par cette disparition, évidemment. Ça me touche beaucoup, je viens de l'apprendre comme vous. Alors oui, en fait, je joue au théâtre et c'était mon premier rôle pratiquement au cinéma. Et j'avais fait de longs essais pour être sa fille et j'avais eu beaucoup de bonheur. Et depuis ce jour-là, on est restés amis et j'ai toujours suivi beaucoup ses conseils. Puisque lui-même faisait du théâtre à cette époque. Il avait repris le théâtre avec Keane et Cyrano. Et j'étais déjà sur scène. Et on avait beaucoup parlé de théâtre. C'était une de ses passions. C'était quelqu'un qui disait toujours qu'il venait du théâtre, qu'il avait fait évidemment, qu'il a eu la chance de faire tous ces grands films, mais qu'il regrettait de ne pas avoir... d'avoir un peu laissé de côté le théâtre à un moment donné, mais il est revenu évidemment comme on connaît. Et c'est vrai que pour moi c'est vraiment quelqu'un je crois que de tout ce métier que je fais depuis 25-30 ans, c'est la personne qui a été le plus importante pour moi. Parce qu'il est simple, parce qu'il était parce que j'ai joué après 1 an au théâtre avec lui. Et qu'il aimait ce métier pour les vraies bonnes raisons, en fait. Comment il était dans la vie, Christiana Reali, quand vous l'avez côtoyé? Vous le disiez, pendant 1 an au théâtre, donc vous l'avez côtoyé dans la vie normale, si j'ose dire. C'était une grande vedette, une grande star, on sait tout ça, et on connaît toute son image. Mais c'était quelqu'un de très simple, quelqu'un de très généreux, quelqu'un qui n'avait aucun snobisme envers les uns et les autres, que ce soit, je me rappelle au théâtre, on était 13 ou 14 acteurs, que ce soit le plus petit rôle ou les premiers rôles, le traitement était le même. Il n'avait absolument pas il aimait les gens pour ce qu'il était, il n'allait pas choisir des gens parce qu'ils étaient intéressés. Il n'avait aucun intérêt à part l'amitié, la rigolade, la sincérité et la fidélité. C'était quelqu'un d'extrêmement fidèle. Et il a été très, très fidèle avec moi. Et à chaque fois, il est venu me voir tous les jours au théâtre, enfin tous les jours, à chaque pièce. Et c'est quelque chose qui me touche et il va me manquer là de mon prochain spectacle parce que je me dis, tiens, c'est le premier spectacle où il ne viendra pas depuis qu'on se connaît. Ouais, on sent que vous êtes ému, on le comprend évidemment. Est-ce qu'il avait conscience d'intimider? Parce que vous disiez, on était 12, 13, 14 acteurs, parmi lesquels des jeunes acteurs, dont on imagine que se retrouver sur scène avec Jean-Paul Belmondo, ça doit être totalement paralysant. Oui, mais je pense qu'il avait conscience d'intimider, mais il avait aussi conscience de l'amour que les gens avaient pour lui, en fait, et la sympathie qu'il dégageait, et la rapidité avec laquelle il mettait à l'aise les gens quand même. Mais au départ, il arrive, il y a Jean-Paul Belmondo, quoi. Il se passe quelque chose. C'est pas, il rentre dans une pièce, voilà, il y a quelque chose qui change. Mais très vite, il donnait, je sais pas, il y avait quelque chose de très, il nous mettait dans une familiarité
même si on respectait beaucoup, évidemment, parce que c'est quand même Jean-Paul Belmondo, mais il avait une facilité d'être familier, en fait. Ouais. C'était un déconneur, hein. Il aimait bien rigoler, il aimait bien qu'on rigole. Il n'aimait pas les gens qui prennent la tête, même dans ce métier. Il disait, les gens qui, oh là là, qui sont toujours en train un peu cérébraux, ça, il me dit, j'aime pas ça. Il aimait jouer comme un enfant aime jouer. Et il voulait garder cette âme-là jusqu'au bout, je pense. Même dans les retraves. Si vous avez encore un peu de temps pour rester avec nous, je voudrais vous faire écouter un extrait, toujours en 2016, on est sur le plateau du 20h, où il répond à Audrey Crespo-Mara, justement sur son état d'esprit. Vous allez me dire si vous le reconnaissez dans ce qu'il dit. Pourquoi vous avez toujours le sourire? Parce que vous êtes un homme positif? Parce que... Oui, c'est parce que c'est un homme positif, voilà. Hein? Il faut toujours voir comment dirais-je, la vie est belle, voilà. La vie est belle et je suis quelqu'un de positif, oui, disait-il à ce moment-là. C'est ça, en fait, Jean-Paul Belmondo. Mais oui, c'est quelqu'un qui aimait profiter de la vie. C'est quelqu'un qui enfin, pour moi, hein, de ce que je connais de lui, voilà, c'est quelqu'un qui voulait pas du tout s'embêter avec il voulait pas s'embêter avec des gens qui ne lui plaisaient pas. Et donc il se dit bon bah voilà, si celui-là il est pas content, c'est pas grave, je le verrai plus. Mais il voulait surtout, moi je me rappellerai toujours, il y a un souvenir que je garderai, c'est quand on a joué, on avait joué déjà je sais plus 100 fois, et que il a perdu sa mère, avec qui il avait des liens très forts. Elle était malade donc déjà pendant une semaine quand on jouait, et un jour on nous dit voilà, Jean-Paul vient de perdre sa mère. Il va arriver, donc voilà, il va être dans son coin un peu, mais il va jouer. Et ça avait été étonné plus d'un, d'ailleurs, qui viennent jouer ce soir-là. Et il avait répondu, je crois que c'est ce qu'elle voulait que je fasse. Il y a un public, et la salle était pleine, et je ne peux pas les laisser tomber. Et je pense que ma mère aurait voulu que je vienne jouer ce soir. Et c'était très touchant, très, très touchant. Comment est-ce qu'il gérait le succès? Est-ce que vous en avez parlé avec lui déjà? Parce que c'est vrai que ses films, il n'a pas fait beaucoup de nanars, comme on dit. Hein. Ses films, il a eu du succès assez rapidement d'ailleurs, enfin, dans la première dizaine d'années où il a commencé à jouer. Il a touché à tous les styles, on l'a dit sur ce plateau tout à l'heure. On disait, Catherine Gentil, qui a été journaliste aux États-Unis pendant des années, disait, mais vous savez, Delon et Belmondo, outre-Atlantique, ce sont les deux acteurs qu'on connaît. Comment il gérait ça? Oh, moi, je pense qu'il profitait de son système comme quelqu'un d'épicurien, en fait. C'est-à-dire qu'il savait que bon, il était très connu, il avait de l'argent et il profitait de la vie. C'est vraiment ça, Jean-Paul. C'est quelqu'un qui profitait de la vie et qui faisait profiter autour de lui. C'est-à-dire qu'il aimait être entouré, il aimait ses copains. Je me souviendrai toujours des moments où il venait nous voir au théâtre. Il venait me voir, il avait déjà eu son AVC, tout ça. Ouais. Et il venait avec Charles Gérard, avec Alain Belmondo, que j'embrasse d'ailleurs et que j'aime profondément. Et il venait comme ça avec sa bande de copains. Et ils étaient là, ils attendaient qu'on vienne vers eux à la fin, que les acteurs, tout comme ça, émoustillés, viennent le voir. Et il donnait du temps, quoi. Il aimait bien donner du temps aux autres. Donc je pense qu'il savait aussi l'effet qu'il pouvait produire chez les gens, le bonheur qu'il pouvait apporter aux gens. Qu'un sourire de Jean-Paul, un compliment de Jean-Paul faisait vraiment... Enfin, pour les gens, c'était de l'or. Bien sûr, évidemment. Et ses rapports avec la presse, Christiana Reali, parce qu'il y a eu un moment dans sa carrière où ça n'a pas été très simple avec la presse. Est-ce que ça l'attristait, ou est-ce qu'il arrivait à s'en extraire complètement? Il s'en fichait, il se disait, mais moi, je fais ce qu'il disait tout à l'heure dans l'extrait qu'on a montré, je vis ma meilleure vie, quoi. Je revivrais la même vie si j'avais à la refaire. Alors, je ne peux pas vous... Parlez-moi de ça parce que je ne sais pas trop, en fait. Je sais qu'au théâtre, par exemple, quand il y avait des critiques parfois, même quand il faisait des énormes succès, qui étaient parfois durs. Et je sais qu'il s'en moquait, mais au fond, je ne sais pas s'il s'en foutait autant. Mais il dit, oh, c'est comme ça, c'est la vie. Après tout, il y a du monde dans la salle. Sur les 10 critiques, il y en a un, peut-être qu'il a un peu écorché. C'est rien. Et de toute façon, ces gens-là, il n'aimait pas quand c'était... il disait les critiques c'est bien, ou quand on les gratignait, quand c'est instructif pour lui, quand ça lui apportait quelque chose. Mais quand c'était parce que bon, il trouvait pas ça très très valable, en fait. Il disait bon, bah, après tout,
j'aurais fait n'importe quoi, bien ou mal, ils auraient écrit la même chose. Donc voilà. Ils avaient envie de se payer Belmondo. Merci infiniment, Christiana Reali, d'avoir réagi sur cette antenne et d'avoir rendu hommage à votre ami Jean-Paul Belmondo. Merci beaucoup. Jean-Paul Belmondo, c'est beaucoup de choses, évidemment. Alors, on parle beaucoup du cinéma. Il y a le théâtre, bien entendu, et Christiana Reali nous l'a bien dit. Il a été d'ailleurs directeur de théâtre. Et puis, il y avait le personnage, par ailleurs, très volubile, que les gens aimaient beaucoup. Et puis, cette image de séducteur. Alors, était-elle réelle, cette image, en tout cas? C'est vrai que dans ses films, il aimait beaucoup en jouer. On va voir ça avec Laura Pouget. Il n'avait pas débuté dans la cour des jeunes premiers. Pourtant, en matière de séduction, Belmondo n'aura rien eu à envier au playboy Delon. Aux prémices de sa carrière, l'acteur joue les pères de famille rangés auprès d'Élodie, une danseuse rencontrée lorsqu'il était au conservatoire. Il a tout juste 20 ans lorsque naît leur premier enfant, Patricia. Suivront Florence et Paul. Mais déjà à l'écran, fini les seconds rôles, l'homme de Rio s'envole au Brésil pour secourir la très charmeuse Françoise d'Orléac. Rio? Oui, à Rio! Rio de Janeiro! Brésil! Ça ne te dit rien? Le Brésil! Le Brésil! Tandis que Pierrot le Fou entraîne dans sa folle cavalcade l'égérie Anna Karina. Pourtant, tout doucement, sans qu'entre nous rien ne soit dit, petit à petit. Lui que la presse italienne surnommée le lait prouve ainsi qu'il peut séduire les plus belles femmes. Que Jean-Paul, il a du charme, je crois que c'est ce qu'il y a le plus important, non? C'est quand on a du charme, il a du talent, il est pas beau, mais il est pas mal, quoi. Voilà. 1964, il est un Chinois en Chine pour son complice Philippe de Broca. Sa partenaire, une certaine Ursula, devenue sex-symbole grâce à une mythique sortie de bain. Et Belmondo non plus ne résistera pas longtemps à la tornade Andrés. À table. Pour elle, il quitte la mère de ses enfants. Entre deux avions, deux tournages, leurs tribulations amoureuses dureront 8 ans. Puis Jean-Paul Belmondo rencontre sa nouvelle sirène sur un plateau de cinéma. Laura Antonelli, elle aussi actrice, sex-symbole et italienne. Je ne peux plus rester ici. Moi non plus. Alors emmenez-moi vite. Partons tous les deux. Allons rejoindre Monsieur de Charette. Nous combattrons ensemble, côte à côte. Côte à côte. Oui, je serai votre femme si vous le voulez. Écoutez, c'est pas le moment. 8 ans d'amour Mademoiselle. et d'indépendance. À l'apogée de leur carrière, chacun de son côté des Alpes, Verneuil et Lautner pour lui, quand elle devient l'héroïne du cinéma érotique transalpin. Et déjà, ciao Antonelli. Les années 80 seront celles de la cascade. À l'approche de la cinquantaine, plus costaud que jamais, l'acteur se fait Pygmalion. Lui, l'amoureux des actrices, entraîne sa nouvelle compagne, la brésilienne Carlos Sotomayor, dans une initiation au cinéma. Ouais, tu te marres. Parce que tu parles pas comme un flic. Alors vraiment pas. Tu me poses même pas les questions habituelles. D'où je viens? Pourquoi je fais ce métier-là? Parce que tu vas me raconter que tu es né dans une favela, que tu as une flopée de frères et sœurs, que ton papa battait ta maman et picolait, et qu'à 12 ans, tu as commencé à te demander à quoi pensaient les hommes qui regardaient ton cul. Sûrement pas à Louis XVI. Avant de reprendre sa route. 1989, enfin le vieux loup s'assagit au bras de Nati, rencontrée dans les tribunes de Roland-Garros. Il a 56 ans, elle 24. Entre eux, il ne sera jamais question de cinéma. De leur amour naîtra Stella, en 2003. J'ai été trop gâtée par la vie, il fallait bien payer la facture d'une manière ou d'une autre, dira un jour Jean-Paul Belmondo. En août 2001, sous le soleil de la Corse, il est terrassé par un AVC. À force d'efforts, il parviendra à vivre presque normalement, sans pour autant jamais effacer les traces de l'accident. Alors, à l'hiver de sa vie, le vieux singe tente une dernière pirouette
en acceptant de tourner sous la direction de Francis Huster. Désormais séparé de Nati, l'homme rencontre Barbara, une pulpeuse starlette belge d'une trentaine d'années. Avec elle, il retrouve une certaine jeunesse, mais l'histoire tourne vite au mauvais polar. Soupçonné de blanchiment, la belle est inquiétée par la police. Lui aussi auditionné, l'acteur recevra des menaces de mort. Il la quitte 4 ans après leur rencontre, le plus discrètement possible. Car la star aura toujours jalousement protégé sa vie privée, se laissant tout juste aller à quelques concessions, comme lors de cette visite du musée dédié à son père, le sculpteur Paul Belmondo. Il aimait bien les femmes, hein? J'ai l'impression. Tu tiens de lui, alors? Oh, oui. Désormais libre et apaisé, ces dernières années, le Magnifique les a passées à regarder grandir sa fille Stella, dont il disait lui-même qu'elle serait son dernier amour. Oui, cette jeune Stella à laquelle on pense bien évidemment. La mort de Jean-Paul Belmondo, on l'a appris il y a une petite demi-heure maintenant. Il avait 88 ans et Philippe Torreton est avec nous en ligne. Merci infiniment Philippe Torreton d'avoir accepté de rendre hommage sur l'antenne de LCI à votre ami Jean-Paul Belmondo. Vous l'avez appris aussi, j'imagine, il y a quelques instants. Jean-Paul Belmondo, c'est l'un des derniers très très grands acteurs français. C'est pas gentil pour les autres qui vont venir, mais non, c'est une époque aussi. C'est une grande époque du cinéma populaire. Je tiens à préciser qu'on n'était pas amis, hein. On s'est rencontrés juste une fois parce qu'il avait vu le film Présumé coupable et qu'il avait adoré. Il avait voulu organiser un déjeuner avec nous, le producteur, le réalisateur, et ça a été un moment gravé pour moi dans mon marbre personnel, quoi. C'était extraordinaire. Quand vous l'aviez rencontré, justement, qu'est-ce qu'il vous avait dit? Il était comment, Jean-Paul Belmondo, le temps d'un déjeuner, peut-être? Il était magnifique, dans un petit polo rose, bronzé. Il a bien sûr diminué par son AVC, mais tellement solaire, tellement lumineux, tellement gentil, tellement attentionné. Et il était heureux de nous rencontrer. Il avait trouvé le film bouleversant. Il voulait me le dire, nous le dire. Et moi, je me souviens, j'étais à côté de lui. On n'arrêtait pas de plaisanter. Je n'en croyais pas mes yeux, quoi. Je me dis, mais voilà, cet homme que j'ai vu à la télé, coincé entre mes deux parents le dimanche soir quand on regardait les films, est à côté de moi là. Et voilà, c'est ça Belmondo. C'est quelqu'un qui a bercé nos soirées télé, parce que nous on n'allait pas au cinéma. Donc pour moi Belmondo, c'est les grands films de la télé et tous les films d'Henri Verneuil, Weekend at Whitcote en particulier, mais aussi Un singe en hiver que j'ai un de mes films de chevet. C'est tout ça, c'est toute une culture populaire, parentale, familiale, qui s'est éteinte aujourd'hui, quoi. Pendant que vous parliez, Philippe Torreton, je ne sais pas si vous êtes devant votre télévision, mais on voyait des images de Jean-Paul Belmondo en Cyrano. Or, Cyrano, vous l'avez joué aussi, vous, Cyrano, et de façon magistrale également. Et vous êtes, si j'ose dire, passé derrière Belmondo. Est-ce qu'on a une pression particulière quand on nous confie un rôle qui a déjà été porté par des très grands? Non, il vaut mieux pas penser à ça parce que ça paralyse. Et puis, vous savez, quand on fait du théâtre, on passe toujours, quel que soit le rôle que vous allez jouer, à moins de jouer une création, mais quand vous jouez du théâtre classique, vous passez toujours après des acteurs fabuleux. Donc, au contraire, ça motive. Et on se dit, mais c'est génial. Je joue Cyrano, Depardieu l'a joué, Belmondo l'a joué, d'autres, Weber, Jean Piat, etc. Et puis le créateur du rôle, Coquelin, qui a eu un succès qu'on connaît avec ça. Non, c'est au contraire, c'est motivant, mais c'est pas un concours de jouer un rôle. On se dit pas, faut être mieux que l'autre. Il faut trouver le Cyrano qui est en vous. Il faut trouver le. Mais justement, on s'en était parlé parce que j'étais je crois que quand on s'est rencontrés, on avait commencé les répètes, ou on devait commencer les répètes de Cyrano, et on s'en était parlé de ça. Et vous vous étiez dit quoi, sans trahir vos secrets de conversation? Mais qu'est-ce qu'il vous a donné des conseils? Non, il m'a dit
il m'avait dit que c'était un rôle magnifique. Bon, ça, j'étais absolument d'accord avec lui, et que c'était extrêmement crevant à jouer. Et il me dit, j'en ai perdu des litres de flotte avec ça, et c'était mais j'aimais bien cette façon un peu concrète, terrienne d'aborder la carrière, les rôles. Je crois que c'est un homme de terrain, Belmondo. Il l'a prouvé physiquement en faisant les cascades. Mais c'est quelqu'un qui devait, je le connais pas intimement, hein, je le répète, mais il devait aborder les rôles d'une façon assez claire, assez simple. Et je pense qu'il avait tout compris en fait de ce métier de cinéma. Et que le but du jeu, c'est de donner à voir et à entendre. Après, toutes les questions qui peuvent se poser autour du film, autour de l'interprétation, c'est aux spectateurs de se les poser. C'est pas à nous de dire « Regardez, je vais vous faire réfléchir ». Non, faut être. Faut proposer. Alors, vous savez qu'on a un autre extrait que je voudrais que vous écoutiez aussi avec nous, si vous êtes d'accord. On part en 1965, il y a quelques années déjà, où justement il parle du métier d'acteur, Jean-Paul Belmondo. Écoutez. Mais je crois que justement, il y a certains acteurs peut-être qui le font, mais toute une légende où il faut vivre ce rôle jusqu'à devenir ça. Et des fois, on lit, j'ai joué un fou et j'ai fini le film, j'étais fou. Ça, c'est... Enfin, pour moi, c'est pas du tout mon style. Je crois que le cinéma, il faut beaucoup de spontanéité, souvent. Et avec Godard, c'est très facile de pouvoir faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je signe des deux mains et des deux pieds ce qu'il a dit. C'est effectivement, il y a une supercherie de certains acteurs à faire croire que le rôle a déteint en vous, etc. Tout ça, c'est bidon. Le métier est beaucoup plus passionnant que ça. Sinon, ce sera un métier de cinglé. Or, c'est pas un métier de cinglé. Pour faire une carrière comme Belmondo, il faut pas être cinglé. Il faut avoir les pieds sur terre, il faut savoir où on va. Et comme il dit, c'est un mélange de travail, parce que je vous signale quand même qu'il a fait le conservatoire. Il a été au théâtre bien avant les grandes pièces qu'il a pu faire avec Robert Hossein. Dans les années 50, il a joué Molière, il a enquillé pendant des années avant que sa carrière au cinéma explose. Il était sur scène tout le temps. Oui, c'était vraiment un homme de théâtre à la base. Hein. D'ailleurs, il a dirigé un théâtre aussi, ouais. Juste une question sur ce cinéma qui est très éclectique, parce qu'il a fait beaucoup de choses que vous disiez depuis tout à l'heure. Est-ce que ces films-là, je pense par exemple au Magnifique, je pense à des films qui n'ont rien à voir entre eux, mais un Saint-Jean d'hiver par exemple, est-ce que ce sont des films qu'on pourrait revoir, par exemple, qui pourraient réexister, ce style de film, je veux dire ? Ah, mais moi, il ne se passe pas 2 ans sans que je le revoie Week-end at Whitcote et un Saint-Jean d'hiver. Non, c'est pas ma question, pardonnez-moi, je me suis mal exprimée. Est-ce que ce style de cinéma-là est un style de cinéma qui s'éteint avec cette génération qui est en train de s'éteindre petit à petit ? Mais oui et non. Des grandes comédies populaires, il y en a toujours. Non, je crois pas. Je crois pas. Ça se fait autrement. La facture des films n'est pas la même. Ce serait absolument idiot, sauf dans des pastiches, comme fait par exemple Jean Dujardin dans ESS 117, de se moquer comme ça d'un style de cinéma, d'un vieux cinéma d'espionnage des années 50. Mais sinon, on filme pas de la même façon. Et je dis heureusement ou pas d'ailleurs, mais c'est pas méprisant que de dire ça. Le spectateur change. Souvent, quand on regarde des films des années 60, des comédies, tout ça, on est étonné de la lenteur. En fait, on est beaucoup plus rapide aujourd'hui. L'esprit va beaucoup plus vite, on comprend beaucoup plus les gags. Ça n'empêche pas qu'on peut aussi apprécier des films moins rapides, etc. Mais je crois qu'on est... on peut pas tourner comme dans les années 50, 60, c'est plus possible. Mais ce style de cinéma existe toujours, bien sûr. Merci infiniment Philippe Torreton d'avoir pris un petit peu de temps pour réagir sur l'antenne de LCI. Si vous nous rejoignez, donc il est pile 17h. On a appris il y a quelques dizaines de minutes maintenant la disparition de Jean-Paul Belmondo, acteur emblématique s'il en est bien entendu. Il était âgé de 88 ans. Il était fatigué depuis quelque temps, nous dit son avocat. Vous savez qu'il avait été victime d'un AVC il y a quelques années, qu'il avait laissé affaibli, mais il avait continué à jouer, notamment au cinéma, dans Un homme et son chien. Jean-Paul Belmondo qui disparaît, c'est évidemment tout un pan du cinéma français qui disparaît également. Tiens, je vous propose de regarder un extrait d'À bout de souffle, film mythique de Jean-Luc Godard.
York Herald Tribune. Je te le rends, il n'y a pas d'horoscope. Qu'est-ce que c'est l'horoscope? L'horoscope, c'est l'avenir. J'ai envie de savoir l'avenir, pas toi? Moi aussi. New York Herald Tribune. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je te regarde. Vous êtes fâché que j'ai parti sans dire au revoir? Non, mais j'étais furieux parce que j'étais triste. Film fabuleux, évidemment, de Jean-Luc Godard. Valérie, vous voulez intervenir? Non, mais vous posiez la question à Philippe Torreton, est-ce qu'on pourrait revoir des films? Il y a au moins des choses qu'on ne verra plus jamais. Voilà des films où on fumait, voilà des films où on buvait, voilà des films où le rôle des femmes n'était pas toujours forcément valorisé. Voilà. Donc, c'est une époque alors, qu'on qualifiera... Voilà, il n'y avait pas Twitter. Il y a une forme d'insouciance, de joie de vivre, de fureur de vivre, avec tous les aspects qu'on peut regretter ou pas. Mais voilà des films d'une époque, celle où on fumait avec les enfants dans la voiture, celle où on buvait sans s'arrêter, et celle où on avait des gestes plutôt lestes avec les femmes. Ouais. Christiana Reali, dans son témoignage, racontait que quand Belmondo entrait dans une salle de restaurant, c'était électrisé. Mais même quand il a été souffrant, il se trouve qu'il déjeunait quasiment tous les jours dans le même restaurant, que pour des raisons professionnelles, j'y allais assez souvent. Quand il entrait, la salle s'arrêtait. Tout le monde a eu envie de rencontrer Jean-Paul Belmondo une fois. Alors qu'il était sur sa canne, c'était plus le Belmondo qu'on a tous aimé, il était souffrant. Mais il y avait tout d'un coup un effet de souffle dans ce restaurant absolument incroyable. Une image d'homme sympathique, jamais de polémique. Très sympathique. Et puis des films réussis, Catherine. Oui, il avait une présence physique. Moi aussi, je l'avais rencontré un jour dans un restaurant comme ça où il était déjà affaibli. Mais c'est vrai que quand il apparaissait, c'était une telle légende que tout le monde était content de le voir. Et même les gens avaient toujours un peu l'impression de le connaître. Et il faut dire que lui, malgré effectivement sa faiblesse physique, on sentait qu'il avait une générosité. Et puis en plus, je pense qu'il est d'autant plus aimé que ses films les plus célèbres, dans l'imaginaire collectif, ce sont les années heureuses de la France en particulier, mais du monde en général. C'était avant le sida, c'était avant les grandes vagues de terrorisme, c'était avant les ravages sociaux du chômage, etc. C'était les voyages, c'était l'homme de Rio, les gens découvraient les voyages à l'autre bout du monde, etc. C'était une vie un peu fantastique. On comprend que lui ait dit, d'ailleurs, si je devais revivre, je voudrais avoir la même vie, parce que c'était la vie de l'insouciance, et je crois que c'est pour ça qu'on l'aime d'autant plus, parce qu'il est emblématique de cette période. Cette image itinéraire d'un enfant gâté, pardon, mais alors moi je trouve que c'est l'un de ses plus beaux films. Non, mais vous avez compris. Il y a un élément sur lequel on peut tous se mettre d'accord, c'est que les Français admirent Alain Delon et les Français aiment Jean-Paul Belmondo. C'est pas tout à fait... Alain Delon est un immense acteur, ça, il n'y a même pas l'ombre d'une discussion non plus, mais les Français aiment Belmondo et admirent Delon. C'est pas tout à fait le même rapport. Ils sentaient une plus grande proximité, je pense, vis-à-vis de Belmondo, alors que Delon, il paraît tellement inaccessible de par sa beauté, de par la manière dont il se comporte. Il y a une distance, alors que Belmondo, à force de le voir avec sa clope au bec, en train de déambuler dans les rues de Paris, on a l'impression que c'est le copain d'école. C'était pas le star system, en fait, Belmondo. C'est ça aussi, sans doute, c'est que l'image de Delon est un peu différente, forcément. Les films n'étaient pas les mêmes. Et, donc, il y a peut-être aussi de ça. Il semblait accessible, l'était-il, mais il semblait très accessible. Moi, je pense qu'il est une star. Indéniablement. Ça, incontestablement. Mais c'est vrai, et je reprends la jolie formule de Maurice, Belmondo, Delon, deux monstres sacrés du cinéma français, mais le rapport au public, le rapport à l'histoire du cinéma français n'est absolument pas la même. Et il y a une émotion, il y aura une émotion évidemment énorme quand d'autres disparitions interviendront. Mais Jean-Paul Belmondo, c'est presque l'acteur de cœur de tous les Français. D'ailleurs, on le surnommait Bébel. Il n'y a pas de surnom pour Alain Delon. C'est vraiment un autre rapport au public. Je crois que ça vient d'un film, justement, ou d'une pièce de théâtre qu'il a joué. J'ai vu ça tout à l'heure, où il avait ce surnom-là, et donc on l'a appelé Bébel. Et je voudrais juste dire un mot. Je regardais rapidement les réseaux sociaux, là, il y a quelques instants. Il y a un mot qui revient, c'est dégueulasse, la mort de Bébel. Je trouve que c'est assez juste. C'est dégueulasse, la mort de Bébel. Vous voulez voir un extrait du Guignolo, ou vous voulez l'entendre sur une interview? Je vous laisse le choix. En général. Alors, dans l'ordre, le Guignolo.